Passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Et nous nous retrouvons ce dimanche 19 juillet en compagnie exceptionnellement pour la première fois, en tout cas pour nous, de Louis à la technique que nous saluons. Gad, comme d'habitude, est à la tête de son éditorial. Prêt, il est sur les taquets. On va pouvoir lui dire, Gad, c'est à toi de nous délivrer ton éditorial. Merci Jean-François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà au cœur de l'été, mi-rassurés de voir qu'il est de nouveau possible d'exercer quelques activités de loisirs, en respectant bien évidemment les gestes barrières, mi-inquiets des nouvelles alarmantes de certains clusters un peu partout dans le monde, de l'Île-de-France à Israël, en passant par les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et bien d'autres endroits encore. Sera-t-il possible à la rentrée de septembre de reprendre le cours normal de nos activités, de célébrer les fêtes de Tishri presque comme nous en avions l'habitude ? Lieu culturel avec les Cuges, lieu universitaire avec l'Institut Elie Wiesel, nous avons su trouver les moyens, au plus fort de la crise, de poursuivre nos activités. Cours d'hébreu, cours de limoud, cours universitaire et même consacré à un pré-colloque en Zoom en attendant le vrai en présentiel en mars 2021 sur la fameuse ou le fameux bâtiment du 9 rue Guy Patin qui a accompagné pendant près d'un siècle l'histoire du judaïsme français, vous le savez. Le paradoxe, c'est que cette crise nous a permis d'accepter quelques pratiques qui ouvrent des perspectives d'avenir. Arrêtons-nous un instant sur ce qui nous aurait paru inacceptable il y a seulement 6 mois et nous semble si naturel aujourd'hui. Un conférencier qui fait sa conférence au bout du monde au lieu de prendre l'avion. Un concert où tous les musiciens jouent de chez eux et pourtant l'harmonie y est parfaite. Un cours de cuisine, un atelier de gym douce, un ulpan d'hébreu dont le professeur donne son cours installé au cœur de la Galilée, Jean-François. Et ses élèves sont à Paris, à Milan, à Ashdod ou à Vancouver. Et ces exemples ne sont pas une fiction. Et cette pandémie si effrayante, si traumatisante, nous a rendus plus fédérateurs, moins enclins les uns et les autres à défendre notre précaré. Demain, un enseignant, un universitaire, un expert d'un domaine très pointu pourra intervenir de Paris pour des étudiants à Grenoble, à Jérusalem ou à Bordeaux. Mais l'inverse est aussi vrai. Et ce sera de Jérusalem ou de Grenoble que l'enseignant dispensera son savoir à des Parisiens, etc., etc. Pour tout vous dire, notre équipe et ses nombreux partenaires en France, en Europe, en Israël et partout dans le monde sommes parés à faire face à toutes les hypothèses possibles. Alors que se déroulent nos cours d'hébreu et de pensée juive d'été, nous préparons votre rentrée, votre retour en classe, en ligne, vos offices de Tishri, dans encore plus d'endroits pour respecter les distances physiques et les gestes barrières. Pendant cette période qu'on appelle Yemé Ben HaMetzarim, qui s'étend du 17 Tammuz au 9 Av et marque le deuil du temple de Jérusalem, comment ne pas avoir à l'esprit la formidable capacité du peuple juif à se réinventer au moment de la première grande catastrophe de son histoire. Et cela est pour nous, tous, une source d'inspiration. Peut-être que demain, nos traditions, notre manière même de concevoir l'étude, la pratique religieuse, la culture juive, l'enseignement des humanités juives, nos cours d'hébreu, les rapports de la diaspora à Israël, tout sera chamboulé. On se souviendra du prophète Zacharie qui imaginait que les jeunes se changeront pour la maison de Juda en jour de joie et d'allégresse. Très bel été à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Alors, il y a quand même beaucoup de choses dans ton éditorial. Et il y a des choses qui méritent d'être reprises parce que tu dis vraiment des choses très importantes. D'abord, tu nous parles de Tishri, Gad. Et Tishri, c'est demain matin. Les offices vont arriver très vite et nous aurons besoin de savoir mais où va-t-on passer les fêtes de Kippour ? C'est pratiquement à la rentrée l'une des premières questions qui se posent. Et Gad, cette année, l'Écuge a innové. Et je voudrais, si tu veux bien, que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'il y a, quel est le chidouche, quelle est la nouveauté dans l'organisation des fêtes de Kippour cette année.
Alors, je te rassure, Jean-François, il n'y aura pas d'office de Kippour sur Zoom cette année. Mais en fait, cette préoccupation des offices, elle est présente chez de nombreuses personnes depuis quelques semaines, depuis cette période du déconfinement, où on a pu observer que la plupart des juifs pratiquants qui fréquentaient une synagogue ont fait de véritables efforts pour respecter un protocole très strict qui permettent de sécuriser les offices. Ce protocole, plusieurs contraintes, plusieurs règles qui ont été appliquées dans l'ensemble des synagogues. De ce que j'en sais, cela fonctionne assez bien, avec une règle en particulier qui est celle de pouvoir identifier les participants à des offices afin de réagir si l'un d'entre eux pouvait contracter le virus, et donc de prévenir et d'accompagner tous les membres de ces offices pour la suite. Pour Tishri et pour Kippour, l'enjeu est autrement plus important puisque, tu le sais Jean-François, nombre de personnes viennent participer à des offices spécialement dans cette période de fête extrêmement importante, ce mois de Tishri, de Rosh Hashanah, évidemment les offices de Kippour et de Sukkot. Et à l'Écuge, on a une tradition d'accueil et d'ouverture de publics très divers, évidemment les fidèles parmi les fidèles de nos Kahalim. Nous avons traditionnellement un office à la synagogue de la rue Lafayette. Nous avons un deuxième office à la rue Lafayette de rite tunisien, qui est un office historique extrêmement important. Et pour Kippour, nous avons également l'habitude d'avoir un troisième office dans une grande salle, une merveilleuse salle, la salle Rossini, dans le 9e arrondissement. Eh bien, ces fêtes-là vont être très particulières dans la mesure où on va appliquer les gestes barrières et surtout la distanciation physique. Donc, nous allons nous retrouver, évidemment, à appliquer des protocoles extrêmement clairs pour assurer la sécurité de ces offices et donc d'accueillir moins de monde dans chacun de ces offices. Pour vous donner un exemple, à l'Écuge, la synagogue de l'Écuge n'accueillera pas plus de 70 personnes et n'en accueillera pas une de plus. Voilà, parce que tout simplement, on se fait un point d'honneur à ce que les offices de l'Écuge soient extrêmement exigeants d'un point de vue des conditions de sécurité pour chacun des participants. Et tu me permets d'ajouter avec un tout petit retour en arrière de quelques secondes, c'est que nous avions d'ailleurs été dans les tout premiers à annuler les festivités de Pourim quand nous avons senti le danger qu'il pouvait y avoir. Oui, et on est toujours dans cette logique-là plusieurs mois bien après. Sûr, c'est important de le dire. Nous sommes plutôt dans une approche de précaution. Nous avons eu la chance de prendre cette mesure, mais je ne jette pas la pierre à ceux qui ont poursuivi certains offices, parce que finalement, si tu veux revenir en arrière, eh bien, nous n'avions pas de consignes claires de la part de l'État à ce moment-là, mais dans l'absolu, la posture du principe de précaution, en tout cas, elle sera nous paraît totalement appliquée. Voilà, nous paraît celle qui est la plus adaptée. Donc alors l'équation, Gad. Alors l'équation, c'est qu'évidemment, comme on arrive à mettre autant de gens que d'habitude, si on est obligé de limiter leur présence dans 3 endroits. Alors, on va en chercher un quatrième ? Exactement. On va en chercher un quatrième parce que, de toute façon, nous avons l'habitude à l'Écuge d'accueillir tous ceux qui veulent participer à des offices, et particulièrement pendant cette période de Tishri. Et donc, nous ouvrons un 4e lieu pour les fêtes de Kippour, qui sera la salle Wagram, dans le 17e. Oui, dans une belle salle, mais qui, là aussi, un lieu qui permet de répondre aux attentes, évidemment, d'une partie de nos fidèles qui habitent pas trop loin dans l'ouest de Paris, parisien, bien sûr. et qui viendra volontiers participer à cet office, mais qui permettra également d'accueillir toutes celles et tous ceux qui ne trouveront pas de place dans les offices traditionnels, parce que la problématique est la même. Il y aura forcément pour beaucoup tout le monde. d'exclus au total. Donc on sera heureux d'accueillir évidemment tous ceux qui voudront s'inscrire. La
clé, évidemment, c'est cette inscription préalable. Et je dois dire que nous avons démarré la campagne de communication autour de ces offices de Kippour particulièrement. Et beaucoup de gens ont compris qu'il fallait qu'ils réservent au plus tôt pour pouvoir disposer de l'assurance, de disposer d'une place dans l'office qu'ils souhaitent, que ce soit à l'Écuche, que ce soit à Rossini ou maintenant à Wagram. Donc vous le savez, il y a un nouvel office à Wagram dans lequel nous allons appliquer des règles, là encore, extrêmement strictes, avec un bureau de contrôle qui permettra de mettre en place la distanciation physique. Et nous allons, principe de précaution oblige, réduire encore plus la jauge pour permettre, parce que Kippour est particulier, il y a une augmentation notable de la fréquentation pour la Neila, et nous devons anticiper sur cela. Bien sûr, et absolument. on demandera à tous les participants de s'inscrire au préalable, même s'ils viennent pour la Neila, de nous signaler qu'ils viennent, de manière à ce qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et cet office sera un office pilote pour nous, qui permettra d'appliquer toutes ces règles. Donc une très belle anticipation sur la rentrée. Également le redire à nos amis qui appartiennent à des synagogues et qui n'ont pas encore de solution, dans la mesure où les tailles des synagogues à Kippour sont pas extensibles et elles sont difficilement compatibles. Parce que les synagogues en général à Kippour étendent leurs offices à d'autres salles, mais comme ces mêmes salles devront appliquer la distanciation physique, eh bien on va se retrouver effectivement avec une limite. Donc un office de plus n'est largement pas de trop, hein. Si je puis me permettre cette expression triviale. Je pense que chacun ou chacune des synagogues de Paris s'interroge, se pose la question. Certains ont réagi, d'autres pas encore. Le fait est que l'un des principes qui nous guide, c'est de permettre, par exemple, à ce que les offices puissent être partagés par les hommes et les femmes, et qu'on ne soit pas dans la situation qu'on a vue dans d'autres lieux, de demander aux femmes de rester chez elles parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. C'est pas concevable dans l'esprit de l'Écuche et dans l'esprit historique du Centre communautaire de Paris. Alors, ce que tu dis est très juste, mais je voudrais te poser une question supplémentaire parce que ça peut intéresser nos auditrices et nos auditeurs. C'est pas une question malveillante, c'est une question sans réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dimensions qui sont trop importantes aujourd'hui pour autoriser, imaginons un lieu immense qui pourrait contenir, 2000 fidèles. Est-ce que ce serait autorisé au niveau de la loi, de la législation française, d'avoir autant de gens, même si le lieu était immense? Est-ce qu'il n'y a pas des limites aujourd'hui qui seront posées par l'État? Alors, les limites posées par l'État, c'est 5000 personnes dans un même lieu, etc., avec les règles de distanciation physique. Évidemment, on n'est pas du tout concerné. Bien sûr, on est largement. Pour donner une idée, on va réduire de 60% les jauges de chacun des lieux, et pour Wagram, qui peut accueillir en situation Covid près de 900 places, nous serons on ne sera pas plus de 350 places. C'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Parce que il y aura autant de places pour les hommes que pour les femmes. Nous voulons en faire un office familial, comme c'est de coutume à Kippour. C'est très juste. Alors, ça, c'était un des éléments de ton éditorial que j'avais remarqué et sur lequel je voulais te faire réagir. Maintenant, il y a un deuxième élément. Mais j'ai surtout parlé de culture, dans mon éditorial. Ouais. Alors, dans ton éditorial, tu as parlé de culture, tu as parlé d'hébreu. Alors, Gad, le discours aujourd'hui dans les communautés, dans les familles juives, c'est un sentiment très étrange. Pendant des années, l'idée était simple. Nous sommes à 4 heures d'Israël. C'est simple, on a besoin de se rendre en Israël. Nous sommes à 4 heures d'Israël, on monte dans l'avion, 4h30 et on est en Israël. Et là, depuis mars, depuis cette crise, il y a quelque chose qui manque aux Juifs de France ou aux amis d'Israël, c'est cette proximité, cette accessibilité
qui était notre habitude par rapport à Israël. Difficile aujourd'hui de se rendre en Israël. Imaginons que l'été, c'est en général les ulpanim d'été, ce qu'on appelle ulpan kites, la possibilité d'aller étudier l'hébreu en Israël. Il y a énormément de gens qui le font. Ils n'ont pas cette possibilité. Alors nous, évidemment, tout le mois de juillet et jusqu'à un petit morceau, on va mordre un petit peu sur le mois d'août pour un certain nombre de cours. Nous avons des cours qui ont lieu et qui permettent des cours très intensifs qui permettent à des gens, certains nous l'ont dit d'ailleurs, de compenser cette absence d'ulpan kites, d'ulpan d'été. Et nous avons surtout beaucoup réfléchi à la possibilité d'offrir beaucoup d'options aux élèves à la rentrée pour que dès la rentrée, s'ils ont eu cette frustration de ne pas pouvoir étudier l'hébreu, ils retrouvent un lieu qui soit un lieu d'étude de l'hébreu et un lieu pas seulement de culture juive, mais de culture israélienne. Comment tu verrais un lieu où il y aurait, à côté de la culture juive, c'est quoi, comment tu veux présenter au public cette idée de la culture israélienne comme partie intégrante de la culture juive? Moi, je reviendrai sur l'Ulpan après. Évidemment que la culture ou les cultures israéliennes, parce que là encore, quand on parle de culture, j'aime parler de culture au pluriel, et les cultures israéliennes sont un pan immense de ce qu'on peut qualifier de culture juive. Mais pour répondre à ta préoccupation, il y a la question du délai, des 4 heures, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut partir en Israël quand on le veut? Ok, c'est une période particulière, on ne peut pas le faire. Beaucoup sont démunis face à cette situation parce qu'ils ont une maison, ils ont des proches, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants qu'ils aimeraient bien retrouver et qu'ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce que les règles imposées par l'État d'Israël ne le permettent pas. Mais n'oublions pas qu'on a tous un peu Israël en nous, comme on pourrait le dire pour Jérusalem. Donc Israël, je crois que voilà, on se réveille avec Israël, on dort avec Israël, de la même manière qu'on se réveille avec notre préoccupation pour le devenir de notre société française et ce qu'il advient de l'évolution de cette société dans une situation de crise. On est tous concernés, que ce soit ici pour la France ou que ce soit pour nos amis israéliens. La culture, elle a cette vocation-là. Et c'est vrai que elle nous permet de nous sentir plus proches, que ce soit par la musique, que ce soit par l'action que l'on retrouve régulièrement avec des auteurs israéliens, des personnalités israéliennes qui nous font régulièrement des petits coucous à nous les francophones, par des concerts, par des messages, par des réunions Zoom. Je suis épaté par le fait que voilà, désormais les frontières ne sont plus tellement présentes. Israël est présent en permanence dans nos écrans, dans nos podcasts, dans nos réseaux sociaux, etc. Finalement, Israël n'a jamais été aussi proche et aussi lointaine. Pour ceux évidemment qui ont besoin de ce contact, d'humer l'air de Jérusalem ou les plages de Tel Aviv, ou de parcourir les plages de Tel Aviv. Donc la culture, elle sert à ça. Et pour revenir à ta question, notre préoccupation majeure, c'est d'accompagner et d'offrir au public, évidemment, cette diversité dans les cultures juives. Et donc, évidemment, de travailler sur le champ des cultures israéliennes. C'est pas ambitieux ni prétentieux, ni démesuré, que de considérer que le travail que nous effectuons à l'Écuge et à l'Institut Elie Wiesel autour d'Israël et autour des cultures israéliennes est extrêmement important, à tel point que j'ai aucune hésitation à me considérer comme un centre culturel israélien à Paris. De toute façon, il n'y en a pas d'officiel, donc il n'y en a pas d'officiel. Le travail de l'ambassade d'Israël est important à Paris, autour de la culture, sur la promotion des artistes israéliens qui viennent en France. Mais nous faisons également un travail extrêmement important qui peut être qualifié, chiffré. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé plus de 70 événements
en lien avec Israël et la culture israélienne, qu'ils soient autour de l'enseignement de l'hébreu, je ne parle pas des cours, des rencontres, etc., qu'ils soient autour de moments artistiques, qu'ils soient autour de l'Ivrit Social Club, tous ces événements ont de la danse israélienne, de la danse évidemment israélienne. Beaucoup de choses sont faites et l'année prochaine nous poursuivrons ce travail avec, comme je le disais dans cet édito, cette capacité à développer des programmes différemment, des formats différents, nouveaux. On va pas dire innovant parce que ça y est maintenant, on a tous l'habitude des zooms, même si la qualité est pas extraordinaire, mais cela permet tout de même de vivre des émotions, de vivre des beaux moments, et on continuera à le faire. Alors, quelques éléments qui sont importants, je te laisse commenter. On a la possibilité d'apprendre l'hébreu sur 12 niveaux. Ça veut dire que du débutant jusqu'à celui qui est vraiment déjà confirmé, qui a juste envie de parler un peu l'hébreu, même s'il maîtrise très bien les règles grammaticales et le vocabulaire, mais qu'il n'a pas la possibilité de pratiquer. Donc ces 12 niveaux existent. Pour certains, c'est 2 heures par semaine. C'est ce qu'on appelle l'Ulpan classique. Pour d'autres, c'est 3 à 4 heures par semaine. C'est ce qu'on appelle l'Ulpan renforcé. Pour d'autres encore, ça va être un Ulpan plutôt en classe ou plutôt en ligne ou peut-être un mix des deux. Et puis ça peut aussi, suivant les circonstances, tout simplement changer la méthode parce que c'est important aussi. Et puis, il y en aura pour les adultes, les jeunes adultes, les adolescents, de la conversation, l'Ivrit Social Club que tu mentionnais. Et il nous reste le temps de dire que le dimanche 6 septembre, il y aura une porte ouverte. Oui. Pour ceux qui voudront découvrir tout ça. Et puis, un numéro de téléphone pour tout ça, les offices de Ticherie, l'hébreu, je vais le donner ici. 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52, c'est le numéro pour accéder à l'ensemble de l'ECUJ. Il y aura des activités, des cours, des ateliers, un programme culturel. Toutes les infos également sur les réseaux sociaux de l'ECUJ. Tout sont sur les réseaux sociaux et sur aussi le nouveau site qui est en construction et qui sera bientôt achevé, ecuj.fr. Tout à fait. On peut terminer l'émission en disant ce genre de choses. On peut, et on peut souhaiter un très bel été à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et puis une petite pensée émue pour tous ceux qui sont dans des situations de santé pas terribles. On leur souhaite à tous un très prompt rétablissement et on pense beaucoup à eux.